Bonjour, je m'appelle Sébastien Koupsiskey et je suis doctorant à l'Université de Pau et je vais vous présenter un travail que je fais avec mon maître de thèse, Benoît Liquet, et un chercheur de l'Université de Los Angeles qui s'appelle Sudipto Banerjee. Donc, c'est un travail de statistique spatiale pour faire de la modélisation non stationnaire. Alors, c'est un travail qui est fait en R, vraiment dans son intégralité, avec un gros usage voilà, notamment des librairies, d'algèbre sparse, du calcul parallèle. Après, ce n'est pas un travail sur R comme j'en ai vu beaucoup ces derniers temps, des très beaux travaux. Et voilà, on a vu un peu la démarche propre. Si vous voyez mon code, c'est plutôt la démarche port. Voilà. Mais je vais vous présenter au moins ce que j'ai fait. Donc, on va commencer un peu avec le modèle spatial. En fait, ça ressemble juste à un modèle linéaire vraiment normal, c'est-à-dire que vous avez un x bêta qui va faire le lien entre des covariables et la variable d'intérêt, le z là. Vous avez un epsilon qui va être un bruit bien incohérent, sauf que comme vous avez de l'autocorrélation spatiale, vous allez essayer de la capturer avec le W qui est là, qui est gaussien, tout comme epsilon, sauf que lui, ça va être un processus gaussien, et donc sa matrice de covariance, au lieu d'être diagonale comme celle de epsilon, eh ben, elle ne va pas être diagonale, ça va être une matrice définie positive qui est généralement donnée par une fonction définie positive, un kernel, quoi. D'accord? Et après, on peut généraliser ça à des modèles de données non gaussiennes. C'est comme les modèles linéaires généralisés. Vous branchez ça comme l'aspirateur avec les embouts adaptés et ensuite, c'est censé marcher, quoi. Un petit point un peu technique sur le titre de la présentation, c'est Nearest Neighbor Gaussian Process. C'est ceci. En fait, le problème, c'est que les processus gaussiens ont le mauvais goût de très mal passer à l'échelle parce qu'il y a un coût en N3 au niveau du coût computationnel. Donc, on fait cette approximation-là, qui existe depuis longtemps, depuis le début des années 90, mais qui a vraiment un gros regain d'intérêt depuis 5-6 ans, avec beaucoup de papiers qui s'écrivent dessus. Voilà, c'est à la mode, hein, j'ai fait mon doctorat dessus. Donc, l'idée, c'est qu'on écrit la densité gaussienne sous la forme conditionnelle récursive. D'accord? Vous écrivez f de S1. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. S, c'est un site, en fait. C'est un site spatial. D'accord? Donc, W de S1 fois FW de S2 sachant S1, vous continuez jusqu'à W de Sn sachant tous ceux qui viennent avant. Et ensuite, vous faites un peu le ménage et vous faites du pruning, comme on dit en anglais, d'accord? Vous élaguez. Et donc, vous allez conditionner par des parents, qui sont les parents dans un graphe dirigé acyclique. Et le plus souvent, en fait, il y a une heuristique qui marche très, très, très bien, qui est de choisir les plus proches voisins parmi les prédécesseurs du point, comme ses parents, d'où le nom de la méthode, même si ce n'est pas vraiment très correct en toute généralité, quoi. Alors, les qualités de ce processus-là, c'est que déjà, c'est assez précis, c'est une bonne approximation du processus gaussien complet, et ils ont des propriétés computationnelles vraiment délicieuses, qui est qu'ils vont définir des objets matriciels très sparses, et en plus triangulaires. Donc, on peut utiliser ad libitum, vous savez, tout ce qui est le sparse forward solving, ces choses-là. Donc, vraiment très, très efficace, très, très agréable à utiliser. Bon, juste un petit dessin, voilà, pour ceux qui ont... Pour vous remettre les idées en place. À gauche, vous avez la variable observée, d'accord? Et à droite, je l'ai décomposé. Donc, vous avez notre epsilon qui est en vert, c'est le bruit. Le x, bon, c'est un x un peu débile. Voilà, à gauche, il est petit, à droite, il est grand. Et ensuite, le w qui est en rouge et qui serpente ici et là. Voilà, voilà. Bon, passons à la modélisation non stationnaire. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça déjà, à part de voir si on peut le faire? Déjà, un modèle stationnaire pourrait sous-apprendre, et donc sur des données qui seraient trop complexes, quoi. Et donc, évidemment, un modèle non stationnaire devrait pouvoir nous donner des meilleures prédictions des variables d'intérêt et aussi des interprétations plus riches qui vont nous permettre de mieux réfléchir à ce qui se passe. Le problème, évidemment, il y a trois problèmes qui sont, à mon avis, interdépendants. Le premier problème, c'est le coût computationnel qui va être plus élevé parce que c'est plus complexe. Le deuxième problème, c'est l'interprétabilité. Et le troisième, c'est que comme vous avez différents types de non-stationnarité, on va en parler un peu après, le problème de la sélection de modèles et le danger de faire de l'overfit, du surapprentissage. Et évidemment, si vous avez un modèle qui prend 48 heures à tourner, que vous ne comprenez pas les sorties, bah, ça ne va pas être très agréable de faire de la sélection de modèles avec ça. Alors, on va chercher un peu là où on va mettre de la non-stationnarité. Donc, première chose, on va mettre un peu de l'hétérocédasticité
je n'ai pas fait de faute, ça peut s'écrire avec un K, dans deux endroits. On va en mettre déjà dans notre epsilon, dans notre bruit, d'accord? Mais on va y mettre du coup une hétéroscédasticité avec une composante spatiale, ça serait bien ça. Et on va mettre aussi de l'hétéroscédasticité dans le W. Et dans ce W, sa variance marginale va pouvoir bouger. Deuxième chose, un peu plus spécifique et un peu plus excitante, ça va être de changer les propriétés de corrélation du W, de corrélation spatiale, en utilisant une fonction de corrélation spatiale non stationnaire qui va avoir des paramètres de covariance, des paramètres de portée en fait, qui vont pouvoir changer avec l'espace. Vous allez voir bientôt, on va voir ça. Et donc avec deux modèles, un modèle qui va être localement isotropique et un modèle qui va être localement anisotropique, ça veut dire avec un étirement dans un sens ou dans un autre, mais local. Allez, donc juste une chose, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? On aimerait bien avoir une paramétrisation qui soit facile à interpréter et aussi une paramétrisation avec tous ces modèles qu'on va construire qui nous donnent une famille un peu cohérente. Alors, il y a un prior qui est dans la littérature, que je n'ai pas inventé, qui est le processus log gaussien, qui est qu'on prend nos paramètres θ de S ici, on les passe dans un log, et ensuite, on met un modèle spatial dessus. Donc, avec un Wθ qui est un processus gaussien pour θ, et si on a envie, des xθ qui vont, voilà, on va les interpréter, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit ce processus log gaussien? Pour des mauvaises raisons déjà, parce que du coup, comme c'est des paramètres qui sont toujours positifs, ces paramètres de covariance, après, s'il faut mettre un processus gaussien qui peut prendre des valeurs négatives, etc., c'est pénible, alors qu'on passe dans le logarithme, il n'y a plus de problème. Mais aussi des meilleures raisons qui sont que le logarithme va permettre de transformer ces paramètres-là qui sont essentiellement des tailles, d'accord? Une variance, c'est une taille, la portée d'un kernel, c'est sa largeur, vous voyez? En les passant au log, ça permet de beaucoup mieux les comparer à l'aide du processus gaussien. Parce que par exemple, si je vous dis entre deux animaux, il y a 2 cm de différence, vous allez me dire oui, d'accord, mais entre quels animaux? Est-ce que c'est entre des souris ou est-ce que c'est entre des éléphants? Ben, du coup, si on passe la taille des animaux au logarithme, la différence en elle-même va devenir signifiante. Voilà. Et donc, du coup, oui, juste une dernière bonne chose, c'est que le cas stationnaire va devenir un cas particulier qui est contenu dans le cas non stationnaire. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand la variance de notre processus gaussien non stationnaire fait 0, la variance marginale, d'accord, ben notre processus il va être tout plat, et du coup, un processus non stationnaire avec des paramètres qui ne bougent pas, ben c'est juste un processus stationnaire. Regardez un peu ce que ça donne, avec un modèle de portée qui va changer au fil de l'espace. Vous voyez à gauche des paramètres de portée qui ont été simulés selon ce processus log gaussien, d'accord? Et vous voyez ici, vous avez des ronds plus gros et au-dessus, un peu, vous avez des ronds beaucoup plus petits. Et je ne sais pas si oui, vous pouvez quand même le voir à droite, dans le sample du processus gaussien qui a été obtenu avec ces paramètres de portée-là. Ben là, tout en bas, vous avez quelque chose de vachement cohérent, de vachement smooth, quoi. Alors qu'un peu au-dessus, vous avez un truc beaucoup plus incohérent, fuzzy, diraient les anglo-saxons. Bon, du coup, ça, c'est bien, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Par contre, un truc que j'ai fait, dont je suis assez content, c'est de généraliser ce principe-là aux paramètres de portée elliptique. Alors, comment j'ai fait? Ben, j'ai procédé par analogie, et ensuite, j'ai essayé de voir si mon analogie tenait la route. Voilà. Donc, première chose, par analogie, j'ai remplacé le logarithme scalaire par le logarithme matriciel. Le logarithme matriciel qui passe les valeurs propres d'une matrice au logarithme, quand c'est une matrice définie positive, d'accord? Donc, du coup, l'analogie, quand même, tient pas mal la route parce que ça garde les bonnes propriétés du logarithme scalaire, quoi. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai remplacé le processus log gaussien par un processus log gaussien multivarié sur les coordonnées, les composantes de la matrice, de la log matrice, dans une base orthonormale adaptée. Donc voilà, c'est un peu technique, mais en fait, quand on s'y penche un petit peu, ce n'est pas si complexe. Et donc, on a une formule qui est comme ça. Alors, qui fait un peu peur, mais vous voyez juste qu'à droite, vous avez une loi normale multivariée comme avant, avec deux matrices liées l'une à l'autre par le produit de Kronecker comme matrice de covariance.
qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un processus multivarié, donc W1 jusqu'à WD plus 1 sur 2, D étant la dimension de l'espace. Et en fait, vous allez avoir ces deux composantes de la matrice de covariance, avec sigma 0 qui va être une matrice de corrélation spatiale. Ça vous donne la corrélation intra-composante. Ça vous dit, à l'intérieur de W1, à l'intérieur de W2, etc., à quel point ça va bouger de façon cohérente dans le spatial. Et ça, on le traite comme un hyperprior. Et après, vous avez une matrice M qui va être la corrélation, la covariance intercomposante entre W1 et W2, etc. Et du coup, elle qui va vous dire comment, dans un même endroit, les coordonnées de votre log matrice vont être liées les unes aux autres. Et ça, un point très très important, c'est que M, lui, on l'estime. Vous allez voir pourquoi c'est très important plus tard. Bon, allez, on va faire la même chose qu'avant. On voit un peu ce que ça donne, ce processus matrix log gaussien. Vous pouvez voir à gauche des ellipses, cette fois-ci, d'accord, qui sont obtenues à partir de ces matrices définies positives, qui ont été obtenues avec ce processus log gaussien. Et bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais au moins c'est joli, c'est-à-dire qu'on voit des matrices comme ça qui se déploient avec une certaine cohérence spatiale, quoi. D'accord? Non? Vous ne trouvez pas ça harmonieux? Et à droite, vous avez un processus gaussien qu'on a obtenu en utilisant ces paramètres de portée-là. Et là, on peut voir, vous avez vu, ces anisotropies locales, d'accord, qui se déploient. Et regardez ce qui se passe, juste en fait, un petit lien avec l'exemple qu'on avait fait avant. Ils ont un air de famille, ces deux trucs-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour obtenir ces matrices-là, je me suis contenté de prendre ces cercles-là et de compléter la base orthonormale, les éléments de la base orthonormale qui étaient mis à 0, je les ai complétés avec des coordonnées qui étaient non nulles, quoi. D'accord? Et donc, du coup, vous voyez que lui, en fait, c'est un peu le cousin anisotropique de son collègue de droite. D'accord? Donc, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure avec le processus log gaussien, que le modèle stationnaire était inclus dans le modèle non stationnaire, et bien là, on l'a aussi, en fait. On a le modèle non stationnaire circulaire qui est compris dans le modèle non stationnaire elliptique et le modèle stationnaire lui-même qui est compris dans les deux, quoi. Alors, un petit mot sur l'implémentation MCMC. Vous l'imaginez, un modèle hiérarchique bayésien comme ça, avec des couches, etc., puis de la corrélation spatiale à l'intérieur des couches, c'est vraiment une horreur à implémenter. Donc, j'ai vraiment sorti une grosse artillerie d'algorithmes pour faire tourner ça, qui va se baser sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'utilisation des méthodes d'interweaving, donc d'entremêlement de paramétrisation. Donc, s'il y en a qui font du MCMC, c'est vraiment un article qui m'a changé la vie. J'utilise tout le temps ces algorithmes-là. C'est en fait un algorithme qui va utiliser la discordance entre deux paramétrisations d'une même variable pour faire des échantillons MCMC performants. Et ce n'est pas une simple alternance dans un Gibbs sampler. C'est plus futé que ça. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation du truc à la mode qui est le Hamiltonien de Monte-Carlo. Là, c'est juste la variance hybride Monte-Carlo pour simuler les paramètres du champ latent. Et donc, pour faire ça, quand même, j'ai dû trouver le gradient de tout le bazar, qui n'a pas été très agréable. Il me reste combien de temps là? Je ne vois pas l'heure. Ah oui. Allez. Bon, et juste une dernière chose. Du coup, je vous ai dit et répété que les modèles simples étaient compris dans les modèles compliqués et qu'on estimait les paramètres de variance. Ça, c'est super important. Eh bien, ça fait que le modèle va très bien se comporter dans des situations où il va potentiellement overfitter. En fait, j'ai fait des expériences sur des jeux de données synthétiques où j'ai essayé de piéger mon modèle. J'ai précisé un modèle non stationnaire et je lui ai filé des données stationnaires pour voir un peu ce qu'il faisait. D'accord? Et là, en fait, grâce au fait qu'on estime les paramètres de variance et que les paramètres de variance peuvent plonger à 0, ils ont le droit, et ben en fait, on estime de fait un modèle qui, dans sa formulation, est non stationnaire et qui, dans la disposition des paramètres, va être en pratique stationnaire. Voilà, voilà. Alors, une petite étude de cas, une application à la pollution au plomb aux États-Unis.
Donc, c'est des relevés qui ont été faits dans le sol par le service géologique des États-Unis, avec une soixantaine de milliers de sites de mesure et un peu plus d'observations, parce que parfois il y a 2 observations ou 3 par site, et des covariables sur l'environnement et sur l'activité humaine. Voilà une petite image des sites de mesure. Vous voyez qu'il y a des endroits, il y a des trous, des endroits, il y a beaucoup de sites. Bon, du coup, j'ai essayé de faire tourner mon modèle complet avec le log Gaussian Process Prior, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Hein. Donc, j'ai fait juste avec les variables environnementales pour expliquer les paramètres de covariance. Et donc, j'ai quand même comparé mes modèles. Et évidemment, je suis content, le modèle pas stationnaire, non stationnaire, a gagné. Donc, comme j'avais beaucoup de variables à interpréter, je me suis dit, je suis agro, je vais faire une petite ACP. Donc, j'ai fait une ACP en mettant le type de paramètres expliqué comme variable et le type de variable environnementale ou humaine comme individu. Donc, ça m'a donné cette ACP-là avec 2 axes. Le premier axe, qui explique vraiment la majorité de la variance, je dirais que c'est un axe de cohérence du champ spatial. C'est-à-dire que vous avez la portée d'un côté et le bruit et la variance marginale de l'autre. Donc, d'un côté, vous allez avoir un champ spatial super cohérent comme ça, et avec un peu de bruit, et de l'autre côté, vous allez un champ spatial avec une plus petite longueur d'onde, entre guillemets, plus de variance marginale, et en plus beaucoup de bruit. Bon, vous voyez le truc. Et le deuxième axe, même si bon, il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est qu'une vingtaine de pourcents de la variance, je dirais que ça fait un trade-off entre, d'un côté, une cohérence locale plus forte et de l'autre côté, une cohérence lointaine plus forte, mais une cohérence locale moins forte. C'est voilà, un peu plus subtil, je ne sais pas si ça vaut trop la peine de s'y attarder. Bon, alors pour l'interprétation des variables, je suis un peu comme une poule qui aurait pondu un couteau, c'est-à-dire que voilà, je fais des hypothèses, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a 2 choses. Il y a l'émission de plomb et la diffusion du plomb. Et ensuite, il faut voir à quoi ça correspond. Donc, par exemple, on peut voir que l'élévation va vachement jouer en faveur de la cohérence, alors que d'habitude, c'est l'inverse. L'humidité aussi va vachement jouer en faveur de la cohérence, alors que la présence de green biomass, donc de biomasse végétale, va au contraire jouer contre la cohérence. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est par exemple au fait que quand vous êtes soit en haute montagne, soit dans des marécages, il n'y a personne en fait, et que du coup, il n'y a pas de décharge, il n'y a pas de truc, que la biomasse verte, ça peut peut-être absorber le plomb. Enfin, voilà, il y a plein d'interprétations possibles, mais je ne sais pas trop. Et voilà, évidemment, la densité des lumières la nuit, night light density. Donc ça, c'est encore un indicateur, on va dire, de la présence humaine. Et ça, ça augmente l'incohérence du champ latent. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a des hotspots, en fait. Ça veut dire, quand il y a de l'urbanisation, c'est-à-dire qu'il y a des décharges, il y a des usines, etc. Et du coup, ça pollue, ça fait des endroits bien pollués à un endroit, quoi. Bon, visualisons un peu ces composants-là. Donc ça, c'est le composant de l'incohérence. Et vous voyez que ça change quand même. Ça, c'est le composant, le deuxième, le composant trade-off, j'ai dit. Bon, et là, comparez un peu entre le modèle stationnaire et le modèle non stationnaire, la moyenne prédite du champ latent. Bon, en fait, on voit que c'est assez pareil, donc vous allez me dire tout ça pour ça. Non, voilà, j'ai un plot twist final. Quand on regarde la standard deviation, alors on voit rien parce que les couleurs sont nulles, mais la standard deviation n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que dans le modèle non stationnaire, à gauche, vous avez des endroits où ça prédit vachement bien, ça prédit vachement mal parce que l'environnement, selon le modèle, n'est pas adapté. Alors que le modèle stationnaire, lui, il se dit juste, il y a des observations, je prédis, il n'y a pas d'observation, je ne prédis pas. Donc, si vous regardez les États tout au nord du Midwest, là, par exemple, le Dakota, vous voyez, il y a un trou un peu rose parce qu'il devait y avoir une réserve indienne ou je ne sais pas quoi, il n'y avait pas de prélèvement. Et là, le modèle stationnaire, il dit non, je ne peux pas prédire, alors que le modèle non stationnaire, il peut prédire un peu mieux parce que dans toute la région-là, le champ est plus cohérent. Bon, une petite conclusion. Du coup, je ne suis pas mécontent de mon travail parce que je trouve que la paramétrisation est plutôt pas mal. Et après, au niveau computationnel, ce n'est pas une révolution, mais en fait, ce n'est pas encore le big data en matière de données non stationnaires, c'est toujours sur le quelques milliers d'observations. Donc voilà, je m'auto-dessine un satisfait. Pour la marge de progression, plusieurs choses. Déjà, j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donnerait une approche maximum a posteriori pour essayer de s'affranchir du MCMC
Et ça, en fait, je peux le faire justement parce que j'ai vu grâce au MCMC que les distributions n'étaient pas affreuses, quoi. Et deuxième chose, j'aimerais bien essayer de voir les données spatiales non stationnaires multivariées euh, avec deux options, donc des trucs multivariés et non stationnaires, mais une multivariabilité qui serait non stationnaire avec des associations entre les variables qui pourraient bouger au fil de l'espace. Et ça, justement, ça pourrait se paramétriser vachement bien avec mon matrix lox Gaussian prior. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé du coup. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions en ligne ?